podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Cet épisode est une présentation de Courir Zen. Courir Zen, c'est Mathieu Fortin, sa compagnie spécialisée en course à pied. Mathieu m'a accompagné pendant 3 mois de temps. C'est vraiment un coach super à l'écoute, tellement empathique, c'est tellement un grand cœur sur 2 pattes. Il est toujours disponible, il retourne ses messages rapidement, il fait des bons programmes. Vraiment, là, je le recommande fortement. Donc, sur ce, bon épisode. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Ça va être un épisode totalement différent de l'habitude. Quand même assez différent, ouais. Puis, je reçois mon coach de course à pied, Mathieu Fortin, qui m'a suivi pendant les 3 derniers mois pour me rendre à la Backyard Ultra de Kakuna. Puis, on va parler un peu de la relation coach, comment ça s'est passé pour moi, puis un petit peu mon parcours et l'approche de Mathieu aussi. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, Mathieu. Ça fait grand plaisir, puis je te remercie de m'inviter encore une fois. C'est super. Puis écoute, je te remercie à moi aussi de m'avoir suivi les 3 derniers mois. Oui. Pour raconter un peu comment ça s'est passé, peut-être, Ouais. c'est que quand je suis passé à ton podcast, tu m'avais demandé s'il y avait quelque chose qu'on pourrait faire pour, disons, promouvoir le podcast. Ouais, puis faire un concours, ouais. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on avait fait un concours, puis j'avais donné 3 mois de coaching gratuit à faire tirer. Puis là, tu m'avais dit Wow, c'est bien généreux. J'aimerais ça, moi, 3 mois de coaching gratuit. En fait, moi, j'étais même un peu jaloux. J'étais ouais, mais là, c'était un gros cadeau, ça. Ça fait, j'ai dit, ah ouais, t'aimerais ça? Ben, regarde, je te l'offre, Jean-François. Merci de m'avoir reçu au podcast. Puis, je te l'offre. Puis là, j'étais même. Je suis très content. Oui, puis j'étais même embarrassé. J'étais, non, voyons, c'est intense comme cadeau. J'en demandais vraiment pas tant, là. Ouais. Puis finalement, écoute, ça a été un super bon choix. Ça m'a vraiment aidé. Puis ça a ouvert mon esprit aussi à travailler une approche différente que je trouve super, qu'on parlera plus prochainement. Oui. Je suis content que tu aies apprécié. Fait que là, on s'était dit qu'on changeait de rôle aujourd'hui, hein? Oui, exactement, oui. Il y a personne qui te pose des questions un peu plus, en tout cas, surtout pour le début du podcast. Oui. Parce que tu m'as dit que tu as raconté des bouts de ton histoire ici et là avec le temps, puis surtout dans tes débuts, parce que là, tu es rendu dans les 130 épisodes de podcast. Oui, j'ai passé le cap des 140 même, oui. Ah, le cap des 140, oui, c'est ça. OK. Ça fait, si on était pour aller fouiller dans tous ces épisodes-là pour rapiécer ton histoire, on en aurait pour longtemps. Ça fait, on va essayer de résumer ça aujourd'hui. Puis OK. là, c'est ça, tout ça dans le but aussi de mettre les choses en contexte. Comment tu en es venu à faire la Backyard, qui est ta course la plus récente? Parfait. Moi, la course à pied, c'est vraiment arrivé sur le tard. Moi, je me rappelle quand j'étais en secondaire 5, j'étais obligé de courir un 5 km, puis ça a été sûrement le pire cauchemar de toute ma vie. Okay. Puis, en tout cas, dans les pires, là. Puis, je me rappelle que j'avais marché une bonne partie, puis je m'étais promis que je ne referais pas ça. Puis, mais j'ai continué à être sportif plus jeune aussi. J'ai fait d'autres sports d'équipe comme soccer, baseball, du ski alpin. Puis, c'est ça, fait que après ça, quand j'avais 18 ans, j'ai fait une couple d'années de gym. Sinon, j'ai été un bon bout de ma vingtaine que j'ai été pas mal moins actif, là. Ouais. Puis là est venue la trentaine, j'ai eu
conjointe que ça a duré 3 ans. Puis quand cette relation-là s'est terminée, j'étais vraiment en quête, puis je me cherchais, puis je voulais me remettre en forme. Puis là, j'étais retourné au gym, mais j'avais comme besoin de quelque chose de plus. Oui. Fait que je m'étais mis à aller faire du hiking dans les montagnes autour de chez moi. Puis j'ai fini par découvrir la course à pied au travers de ça. Puis au début, j'avais une loupe de 1,5 km dans un sentier. Puis je m'étais Oui. dit, je vais finir par la faire au complet à courir sans arrêt, sans marcher, tu sais. Mhm. Ça a fini par marcher. J'y allais à tous les vendredis. Je pense que c'est la 4e fois que ça a fonctionné. Après ça, ben, j'avais des collègues de job qui étaient quand même un peu actifs aussi. Oui. Puis là, on s'est ramassé une gang à aller faire un 5 km. Puis ça a vraiment été un life changer experience, là. Excusez mon anglicisme, là, mais Non, c'est bon. puis ça, ouais, ça a vraiment brassé des choses en moi. Puis le pire, c'est que je me souviens, j'avais bu beaucoup de bière la veille avec un de mes meilleurs amis. Oui. Les retrouvailles d'un ami du secondaire, puis j'avais failli être malade à mi-parcours, mais ça a été une super belle expérience gratifiante. Après ça, mais je me suis inscrit un 10 km plus tard, j'ai comme continué. Puis là, au fil du temps, je me suis senti de moins en moins un coureur imposteur, là. OK. Puis à m'assumer plus. Après ça, j'ai fait un demi-marathon. Là, je m'étais dit, ça, c'est le plus loin que je vais me rendre, là. Ça, là, c'est sûr, je ne Ouais. dépasserai pas cette distance-là. Quelle belle naïveté. Ah, Quelques mois après, j'ai connu le club de trail. Je me rappelle, j'étais allé à un 5 à 7 de coureurs. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, ben, il faut que tu trouves un club de course dans ton coin. Ça va te motiver. Puis ouais. là, je suis tombé sur le club de trail de Bromont. Puis là, j'ai fait, aïe, courir en montagne, c'est un vrai sport, ça. C'est malade. Je pense que ça va aligner comme mon côté plein air. Après ça, aventure, course, faire du cardio, puis un petit peu de toutes Ouais. ces affaires-là ensemble. Fait que ça a été une super belle connexion avec la gang du club de trail de Bromont. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à déménager à Bromont en plus par la suite, un peu, les montagnes, tout ça. Puis, ben là, on est en 2015, j'ai fait mon premier marathon cette année-là. J'ai fait mon premier ultra aussi, qui était le Bromont Ultra 55 km. C'était la 2e édition. OK. Puis après cette course-là, je me suis dit, le soir même, l'an prochain, je fais le 80. Là, je OK. continue là-dedans. Chose que j'ai faite, que j'ai réussi. Après ça, bon, ça a été un petit peu dur parce que j'ai tellement progressé vite que mon corps, à un moment donné, a atteint un certain seuil. Fait que là, j'ai eu une année plus tranquille avec un tendon d'Achille. Mais au fil du temps, j'ai fait plusieurs ultras, 50 km à 80. Oui. Euh, Puis je dirais que ma zone de confort, entre guillemets, c'est sûrement les 50 km là, que je m'en sors relativement bien, là. OK. Puis je suis vraiment pas un coureur rapide, là. Moi, je suis un gars qui se tient mid-pack, et même souvent dernier un tiers. Plus que j'allonge la distance, fait que c'est ça, c'est quelque chose que je veux vraiment raffiner puis travailler au fil du temps, là. Oui. C'est-à-dire avoir vraiment plus d'endurance, passer 50 km. Fait que c'est Mhm. quelque chose que je pense qui est en train de se développer, de se bonifier avec l'âge, l'expérience et clairement d'être suivi par un coach aussi. Ouais. Donc, ouais, je pense que c'est ça, pas mal en résumé, là. C'est un bon résumé. Moi, il y a quelque chose qui a piqué ma curiosité. La première des choses, le fait que tu es rentré directement dans le trail, ça, c'est intéressant. Tu n'es pas passé par la route. Il y a beaucoup de gens, ils ont commencé sur la route, puis après ça, Ben, ont découvert le trail. Toi, tu as commencé direct dans le trail. quand même, oui, mais j'ai fait mon premier demi de route. Puis là, après ça, j'ai connu ça. Mais OK. quand j'ai fait mon premier marathon de route, c'était comme plus une affaire de bucket list pour Ouais. passer à mon premier ultra, tu sais. OK. Ouais. Puis il y a quelque chose que tu as dit aussi, que c'est ton premier 5 km, là, quand tu te remettais en forme dans la trentaine, ça a été une expérience qui a changé ta vie. Euh, Vraiment, vraiment.
Pas mal plus qu'est-ce que qui quand est j'étais ado. arrivé particulièrement spécifiquement dans cette course-là? Là, qu'est-ce que tu as ressenti? Pourquoi tu juges que ça a changé ta vie cette journée-là? Ben, je pense qu'il y a l'ambiance de l'événement a été quelque chose. OK. L'ambiance a vraiment été quelque chose. Le fait de s'inscrire en gang a été quelque chose aussi. Ouais. Puis, je pense que ça a été aussi de réaliser que j'étais capable d'en faire plus que qu'est-ce que je pensais que j'étais capable de faire. OK. Ça a été une grosse prise de conscience. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses dans ma vie, je pense, que j'ai faites que je me suis rendu compte que, aïe, aïe, je vais donner l'exemple du marathon, là, c'est un Oui. bel exemple. Si je m'aurais mis à 25 ans, là, hey, tu vas courir un marathon, j'aurais jamais cru ça, là, ça n'a aucun sens. Fait que c'est ça, je pense, qui est intéressant aussi dans le défi de la course à pied. C'est comme tellement que ça n'a aucun sens, ben cool, je vais le faire. Tu sais, Ouais. Mais bon, des fois, faut apprendre à respecter nos limites, là. Mais, tu sais, courir un 100 000, ça a tellement l'air fou, ben super, ça a l'air intéressant, tu sais. Mhm. Fait À que, quel point que le podcast est rentré là-dedans? ben dans le fond, c'est quand je préparais mon premier 100 000. OK. Ouais, ouais. Puis ça, c'est un flash que j'ai eu pendant, disons, fin pandémie en 2021. Ouais. Puis là, je m'étais dit, hey, je vais interviewer du monde qui ont fait des 100 000 pour aller chercher des connaissances de plus. Puis en même temps, ben, je pense que ça va être le fun de connecter avec des gens de la communauté et tout ça. Ouais. Puis ben là, le podcast, c'est dans ma tête, allait faire 15 épisodes, tu sais. Mhm. C'est un projet de pandémie qui allait être cool, mais qui allait pas aller plus loin que ça. Ouais. Fait que ça a été la même naïveté dans laquelle je suis rentré dans mon premier 5 km, là, je pense. OK. Juges-tu que tu as repoussé tes limites en faisant ce podcast-là aussi, puis en le faisant grandir puis durer comme tu l'as fait? C'est-tu une Euh, expérience de croissance pour toi ou c'est devenu plus une obligation? Comment tu vis ça? Vraiment, vraiment, oui. Puis, ouais, puis c'est tellement impressionnant aussi que une chose que je vais dans des événements à cette heure, puis là, tu sais, moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui cherche la reconnaissance, là. Peut-être Ouais. quand j'étais adolescent un peu, parce que c'est une phase de vie qu'on recherche de l'attention et de la reconnaissance plus. Ouais. Mais souvent, tu sais, je vais à un événement de course ou peu importe quoi, puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui est souvent peu connu de moi, tu sais, puis qui vient me voir, puis il dit, hey, j'ai écouté tel podcast, puis hey, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, de redonner à la communauté, ça me fait vraiment, vraiment grandir intérieurement. Puis, je trouve tellement ça gratifiant, je pense, parce que chose que j'aime beaucoup du podcast aussi, c'est pas juste de mettre de l'avant des coureurs qui sont au lead pack, puis d'aller Ouais. chercher des gens dans tous les registres parce que, tu sais, souvent on entend parler du 5-10% des meilleurs, mais, Mhm. tu sais, la dernière personne qui finit un. Tu sais, la fille, là, Tania, qui a fini la dernière à finir le 100 mètres du QMT en 39 heures 50 minutes, je crois. Ouais. Cette fille-là, ça a dû tout être une aventure, là. Ça a pris plus du double du temps que Jean-François Cochon, là. Fait que, Ouais. tu sais, je suis vraiment content d'avoir la chance de parler, m'entretenir avec ces gens-là aussi. Puis, Mhm. leurs histoires sont tout aussi intéressantes, puis ils ont une aventure aussi. Puis, fait que Ouais. c'est ça aussi, là. Ouais, je suis d'accord, puis tu fais une bonne job d'avoir une diversité, une grande diversité dans ton podcast. C'est une des choses que j'aime. C'est le fun d'entendre l'histoire des gens qu'on va côtoyer un petit peu plus dans les courses. Et moi, les coureurs de tête, je ne vais pas les croiser. Puis la plupart de nous, on ne les verra pas beaucoup dans une course. Ouais, ouais, ouais. Ils Ouais, sont souvent plus dans leur monde, là.
Ouais, ben, je veux dire, par le temps que nous autres, on arrive, ça fait longtemps qu'ils ont fini, là. Tu sais, ils sont partis, eux autres. Ils sont à la C'est maison. clair. couchés. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Comme c'est qui disait ça? C'est Joe Rogan quand il a interviewé Courtney Water. Il disait Ouais. quand tu as terminé ton 200 miles, Moab, là, ben, la deuxième personne, toi, tu as eu le temps d'aller te coucher, dormir ton 8 heures, manger, prendre une bière, puis tu as eu le temps de venir accueillir le deuxième. Tu Ouais. sais. Il y a une personne qui faisait quelque chose de spécial, Scott Jurek. Ouais. Une légende, là. Lui, quand il faisait le Western States, à chaque fois, il restait là tout le temps pour accueillir la dernière personne qui allait traverser le fil. Ça, je trouve ça admirable et intéressant. Tu sais. Puis, Vraiment, vraiment, ouais. ben, d'ailleurs, c'est ça que j'ai fait mes derniers backyards. Ah ouais? Ouais, Kakuna l'an dernier, euh, quand j'ai eu terminé, j'avais fait 24 heures ce fois-là. Je suis resté jusqu'à ce que la dernière personne finisse, puis j'ai aidé à tout démonter. Euh, OK. Puis j'ai fait la même chose à toutes les backyards que j'ai fait par la suite. À Edmundston, j'ai fait la même chose. En Nouvelle-Écosse, à Kedji, j'ai fait ça. À Kakuna, cette année, je l'ai refait de nouveau. Puis c'est c'est vraiment le fun comme expérience. Là, c'est particulier les formats backyard parce que quand tu restes jusqu'à la fin, tu accueilles la personne qui gagne. Alors qu'habituellement, quand tu restes pour un ultra, tu accueilles la dernière personne en arrière qui finit longtemps après tout le monde puis qui est la dernière personne dans le classement. C'est le Ouais, monde ouais. à l'envers, là. Ouais, Mais ouais, ouais. quand même. Ouais. Bon, c'est carte un petit peu, là, mais je trouve ça le fun ce que tu fais ouais, Ben, d'interviewer écoute, une merci grande beaucoup. diversité de personnes. Merci, c'est gentil. Mhm. Ouais, Donc, on t'est oui. rendu. On parlait de mon parcours un petit peu, puis du podcast. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire un backyard? Pour vrai, je pense que c'est l'aspect communauté parce que OK. c'est vraiment quelque chose qui revenait souvent que j'entendais. Puis, tu sais, j'ai reçu plein de monde aussi sur le podcast au fil du temps qui m'ont peut-être contaminé aussi. Tu devrais essayer Ah, ce format-là. Hey, c'est cool, tu vas voir, les gens sont nice, tu vas rencontrer du monde cool. Puis ouais. là, ça faisait longtemps que ça me chicotait aussi, là. Fait que c'était comme une question de temps. Puis, je savais pas quel choisir. Fait que je Ouais. m'étais dit, regarde, je vais essayer. Kakuna, je pense qu'il restait 2 ou 3 piges quand je me suis inscrit. Mhm. Fait que, tu sais, naïvement, je me suis dit, ben, je vais prendre cette chance-là. Puis si c'est pour moi, ben, regarde, ça sera pour moi. Puis sinon, ça sera un autre plus tard, tu sais. Ouais. Fait que les planètes se sont alignées, là. OK. Ouais. Puis là, les planètes se sont alignées à nouveau. Nos chemins se sont croisés. Ouais, ouais, Et, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Je t'ai aidé avec ta préparation pour le backyard. Comment tu as vécu ça? D'avoir un coach. C'était la première fois que tu avais un coach? Non, ben, j'ai déjà eu une coach un petit peu, vraiment Oui. pas beaucoup. Puis oui, j'en avais eu une auparavant qui m'avait suivi pour ma préparation de mon premier 80 km. OK. Avec elle, ça a été une préparation quand même de 5 mois. Fait que, Mhm. mais je te dirais que c'était moins personnalisé un petit peu que ton approche. C'était plus, je reçois le programme, à la fin de la semaine, j'écrivais un compte-rendu. Ouais. Euh, Puis elle me répondait genre par courriel. Fait que c'était quand même, je te dirais, beaucoup plus distant un peu, là, comme... OK. Mais ça a été super aidant, là. Oui. Rien de... Je suis pas en train de critiquer, là, juste comme C'était comment. différent. Ouais, c'est juste expliquer la différence. Puis, Oui. mais fait que c'est la première fois, je pense, que j'avais cette approche-là vraiment plus personnalisée, ouais. Fait que Mhm. chose que j'ai trouvé vraiment super. Puis tu sais, je trouve vraiment que tu as une capacité d'adaptabilité incroyable, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment, ton approche est vraiment sur comment que la personne se sent, puis comment tu sais, tu peux faire pour que la personne soit meilleure.
et non pour punir quelqu'un qui a passé 2 jours sans aller courir ou qui est arrivé quelque chose. Ouais. C'est vraiment. Fait que ça, pour moi, ça me parle beaucoup. Tu sais, je me suis senti vraiment bien accueilli là-dedans. Puis ça, c'est une chose que je trouve que c'est une qualité incroyable que tu as là. Ben, je te remercie. Ouais. J'essaie de faire que la course soit bien intégrée dans l'ensemble de notre vie. C'est toujours ça mon but. À moins que la personne soit un coureur ou une coureuse professionnelle, j'en coach pas de ce genre-là, de ce niveau-là. On a tout un paquet d'autres choses dans notre vie à gérer, là. C'est Ouais. la job, c'est les enfants pour beaucoup, c'est d'autres projets. La course, c'est seulement une partie. Puis en quelque part, ben, il faut que tout ça fait ensemble, là. Ouais, puis que ça Ce que reste j'essaie de garder plaisant. toujours en tête. Il ne faut pas que la Ouais. course soit un stress. C'est supposé d'être le fun, c'est notre passe-temps, c'est notre loisir. Oui, on s'investit beaucoup là-dedans. C'est important pour nous, mais pour beaucoup de gens, ça devient un peu maladif. Ça devient une obligation. Quand la personne me dit continuellement, ah ben là, il faudrait que j'aille courir, il faut que j'aille courir. Là, souvent, je vais leur faire remarquer, t'as-tu vu ton choix de mots? Il faut que j'aille courir et non, je veux aller courir, je voudrais aller courir. Ça, c'est totalement différent. La course, c'est un cadeau qu'on se fait, là. Ouais. C'est comme ça que moi, je le vois, en tout cas. Ça devrait être comme ça. C'est un cadeau qu'on se fait. C'est le cadeau de l'activité physique, de la santé, du temps pour soi. Si on peut le voir comme ça, c'est pas mal plus facile de passer la porte. Clairement. Puis aussi, c'est qu'est-ce que je peux me permettre? C'est pas qu'est-ce que je dois faire pour rencontrer tel objectif. C'est souvent ça l'approche qu'on prend, hein, qu'on voudrait prendre. Regarde, j'ai un 100 000 qui s'en vient, là. Je me suis inscrit à un 100 000. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver au 100 000, au sommet de ma forme? Donne-moi-en le maximum, là, OK? Tu sais, que je peux, excuse-moi le terme, mais fourrer dans mon horaire, tu sais. Pour arriver là, top shape, tu sais. C'est un petit peu ça que les gens me demandent souvent, tu sais. Ouais. Moi, je suis plutôt le coach qui va voir qu'est-ce qui est le minimum que tu peux faire d'abord, tu sais. Qu'est-ce qui est le minimum que tu peux faire pour arriver à cette course-là et la réussir? Mhm. Commençons par voir si ça rentre dans ton horaire. Et si ça ne rentre pas, si le minimum ne rentre pas, essayons pas d'en mettre plus, là. Peux-tu trouver 6 heures dans ta semaine, présentement, tu sais, vers cet objectif-là? Éventuellement, on en mettra 7, puis 8, puis 9, puis 10 si on peut. Mais en quelque part, il faut commencer plus petit pour se rendre là. Ouais, ouais, ouais. C'est plutôt ça mon approche. OK, dans un monde idéal, tu t'entraînerais 20 heures semaine pour ton 160, mais regardons ton horaire là, de façon réaliste, puis regardons ta charge mentale aussi. La charge mentale, c'est important. Ouais, ouais, On ouais, peut avoir clairement. beaucoup de temps, mais très peu d'espace mental à consacrer à un projet, très peu d'énergie à consacrer à un projet. Le temps, il est là, mais l'énergie, on ne l'a pas. C'est une autre problématique, c'est de rendre les gens conscients de ça. Il y a une raison pourquoi tu as de la difficulté à passer la porte. Tu as tout ton temps, mais tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui bloque? Tu es stressé, mais qu'est-ce qui te stresse? De faire tout ce ménage-là, là, puis d'arriver après ça à dire, OK, regarde, je suis à l'aise avec ce niveau d'engagement-là, tant d'heures par semaine, je ne me mets pas trop de stress, je rends ça agréable, puis une fois que ça c'est accompli, là, on passe au prochain échelon. Toujours en essayant de faire qu'on ne brûle pas la chandelle par les deux bouts, là. Ouais, ouais, ouais. Puis si tu me permets, écoute, moi, il y a une chose qui m'a resté dans la tête de ma première coach que j'ai eue. Puis elle, Ouais. quand on avait fait le meeting Zoom pour savoir, tu sais, si le match était bon, elle m'avait dit, moi, là, je privilégie GF tout le temps des kilomètres de qualité plus que de la quantité. Parce qu'elle dit de sortir, tu sais, t'es mieux d'aller faire un 10 km
puis d'en être conscient, puis de le faire bien, puis que d'aller faire 20 km, mais que tu as un peu exagéré, puis elle m'avait mis un petit peu le spotlight là-dessus au début, puis j'avais trouvé que c'était intéressant comme approche, là. Mhm. Ouais, c'est ça. T'es mieux de faire 10 km comme il faut que 20 km tout croche puis à reculons, hein. Ouais, Puis que ouais, tu ne te respectes pas aussi, tu sais. En quelque part, on peut se pousser, tu sais, c'est souvent l'approche, on cherche à se surpasser beaucoup par la course, hein. Ton ouais. podcast, c'est repousser les limites, puis il y a une partie de ça toujours, on dirait, dans la course à pied. On veut toujours, tu sais, voir, est-ce que je pourrais courir un petit peu plus loin? Est-ce que je pourrais courir un petit peu plus vite? Tu sais, tout ça. On veut développer ces qualités-là. On veut repousser nos limites. C'est sûr qu'il y a de l'inconfort là-dedans. C'est sûr qu'il y a des fois, on y va à reculons, c'est normal. Je ne dis pas que ça devrait toujours être le grand bonheur, puis que ça sera toujours facile. C'est pas vrai. C'est pas facile la course à pied quand même, tu sais. Mais dans tout ça, il faut quand même arriver à se respecter, puis à le faire à un rythme qui est soutenable. Parce qu'on peut se mettre de la pression, tout ça, de performer à tous les semaines, etc., pendant un certain temps, mais il arrive un temps où c'est plus soutenable, ça passe plus. Je l'ai vécu, j'ai vu tellement de monde le vivre, on pense qu'on est invincible, puis on se pousse, puis on se pousse, puis on se pousse, puis on ne s'écoute pas, puis une bonne journée, toute flanche. On le fait dans la course à pied, on le fait dans le travail, on le fait de toutes sortes de façons, même dans nos engagements envers nos proches. De toujours prendre les problèmes des autres, puis soutenir les autres, etc., être la bonne personne qui aide tout le temps, puis on ne prend pas soin de nous, là. Ça aussi, c'est une autre forme de oh, oui, je peux en prendre, ah, oui, amenez-les vos problèmes. Ah, oui, je vais tout régler, je vais être la personne qui règle tout, tu sais. Puis une bonne journée, on flanche. Dans tous les exemples que j'ai donnés, que ce soit notre rôle comme familial, que ce soit notre rôle au travail ou que ce soit dans la course à pied ou un autre sport, il faut toujours se respecter en quelque part, hein. Puis trouver un certain plaisir à faire ce qu'on fait. Sinon, on peut passer à travers, mais à long terme, ça ne durera pas. En tout cas, moi, je suis un pro de, comment je dirais ça? Je suis pro approche à long terme parce que pour moi, la course à pied, c'est un mode de vie. C'est vraiment quelque chose que j'encourage les gens à adopter comme mode de vie. Quelque chose qui va les suivre jusqu'à ce qu'il y ait 70 ans, 80 ans. Ouais. Ah, ben, je suis vraiment comme toi aussi. Tu sais, c'est sûr, quand j'ai commencé au début, j'étais dans une approche, on va dire performance, c'est pas, même si le performance, c'est pas vraiment un mot qui fait beaucoup de sens pour moi, mais quand même de me dépasser, là. Ouais. Puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que ton approche est vraiment plus celle qui me convient, dans le sens que, tu sais, peu importe ce que tu fais dans la vie, ça prend de la patience pour devenir bon. Ouais. Tu sais, que ça soit jouer de la guitare, que ça soit courir, que ça soit faire un podcast, c'est impossible. La première fois que tu vas faire ça, tu vas être le meilleur. C'est impossible. Mm-hmm. Ouais. Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui approchent ça aussi comme juste une checklist. Hein? Je vais courir un marathon, check. Après Ouais. ça, c'est fini. C'est où tu vas après, là. Si ton but, c'est juste de faire un checklist, j'ai couru un marathon. Alors que peut-être une autre approche, ce serait de dire je veux être une personne qui court ou je veux être une personne active. Là, on sent qu'il y a un mode de vie en arrière, il y a un choix de valeurs, il y a un choix d'habitude de vie. C'est pas courir un marathon, c'est courir peut-être des marathons, que ça devient quelque chose qu'on fait à répétition comme étant partie d'un mode de vie. À chaque année, moi, à l'automne, je me prépare un marathon, puis ça me donne un petit objectif pour maintenir mon mode de vie. Plutôt que de dire je veux courir un marathon, check.
Je veux faire un Ironman. Check. Juste, à un moment donné, tu as fait le tour. Ah, OK, ben c'est fini, j'arrête de courir. Ouais, puis, mais je pense que c'est intéressant de passer quand même par ce processus-là pour comprendre que la vraie, ou du moins notre philosophie, en tout cas, c'est d'imprégner ça dans notre quotidien plutôt que je vais aller faire un 10 pour faire le meilleur temps, puis après ça, ben, ça sera fait. Ouais. Mhm. Mais en tout cas, moi, je pense que souvent, en ayant vécu le premier chemin, ben là, après ça, ça fait faire des bonnes prises de conscience que, ouais, si je veux vraiment imprégner ça dans ma vie, c'est peut-être pas la meilleure recette. Ouais. Mais bon, Peut-être, je dis ça comme ça. ouais, on s'est écarté un petit peu, mais tu as parlé de l'aspect communautaire, tu sais, dans les backyards. Oui, oui, Puis, oui, oui. je trouve que quand on prend une approche à long terme aussi, il y a ça qui vient avec. Tu sais, on devient comme membre d'une communauté d'une certaine manière. Tu sais. Quand on met à chaque année quelques courses dans notre horaire, puis qu'on y retourne année après année, on recroise tu sais, ces gens-là, on évolue ensemble, on apprend à se connaître, puis pour moi, là, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, nos histoires sont reliées, puis on se suit, là, tu sais, puis on a comme un courant de pensée commun qui est certaines valeurs de la santé, la bonne forme physique, ouais, une vie active, l'aventure, tu as mentionné l'aventure tantôt. Je pense que tous ceux qui font des ultras, il y a une composante aventure là-dedans. Ouais, ouais, c'est clair. On veut vivre, on est des gens qui veulent vivre, qui veulent vivre des émotions fortes un peu, on veut intégrer ça dans notre vie. Puis c'est souvent des personnalités intenses. Mhm. Tu sais, des gens qui ont besoin d'adrénaline puis d'intensité, là. Ouais, Fait ouais. que, ouais, 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 ouais. Ouais, on s'est écarté un petit peu de notre sujet. Mais si on veut revenir un peu au coaching, écoute, ben c'est ça, moi j'ai trouvé que tu étais super empathique, puis j'ai trouvé que c'était intéressant aussi ta façon de fonctionner, parce que tu sais, tu m'envoies mon programme, disons possiblement de 2 semaines, puis après ça, ben là tu te réajustes, puis tu es très Ouais. adaptatif et flexible aussi. Mhm. Ah ben ça, j'y tiens beaucoup. C'est, je sais que c'est pas évident de rentrer ça dans notre vie. Là, on a plein d'imprévus. Là. Mhm. Tu m'en as raconté tantôt là, avant l'entrevue, tu sais, puis j'en ai Ouais. vécu de mon bord aussi, des imprévus. Puis on n'est pas des machines. Là. À un moment donné, tu sais, des fois, il va arriver des blessures, toutes sortes de choses. C'est important qu'on puisse adapter le programme en conséquence. C'est ça la beauté d'une approche personnalisée. C'est quand on prend un plan tout fait, puis qu'on déroge, on ne sait plus quoi faire après. Là. Mhm. C'était un plan de 12 semaines pour mener à mon premier 50 km, puis arriver à moitié, j'ai une blessure, puis je ne cours pas pendant 3 semaines. Je fais quoi après? Personne qui me le dit, là. Je pars Ouais. d'où, là? Je pars d'où j'étais, je saute les 3 semaines, puis je continue comme si rien s'était passé. Fait que c'est pas évident, ça. Euh, c'est ça. Une approche vraiment personnalisée puis adaptative, ça a des énormes avantages. Puis j'ai souvent besoin de rassurer les gens quand un événement approche parce que c'est souvent, tu sais, dans les quelques semaines avant l'événement, là, qu'il va arriver des affaires. Parce que Ouais. là, tu sais, tu fais tes plus grosses semaines d'entraînement. Là, la plus grosse semaine, habituellement, moi, je la mets 3 semaines avant l'événement. Après ça, 2 semaines avant l'événement, là, c'est une diminution de la charge. Puis la semaine de l'événement, là, c'est juste un petit peu de course pour décharger un peu d'énergie, là, tu sais, puis de l'énergie nerveuse, tu sais, de l'anxiété, etc. Là. Si on ne Ah, va pas ouais, ouais. courir une fois ou deux la semaine de l'événement, là, on dirait qu'on a un paquet de nerfs. Là, tu sais, on a besoin de ça pour évacuer un peu. Ouais. Après, c'est ça, là, tu sais, la troisième semaine, la plus grosse, là, 3 semaines avant l'événement, c'est souvent là que les gens vont paniquer.
Il y a des bobos qui vont survenir, il y a de l'anxiété qui va faire surface. Leur horaire aussi est plus chargé qu'à l'habitude. Ça fait que là, n'importe quel petit problème autre que la course qui rentre dans leur vie, ça débalance tout. Ça fait c'est là, souvent, il y a plus d'adaptation à faire puis plus de travail pour rassurer les gens. Moi, souvent, ce que je leur dis, là, quand ça arrive, ça, 3 semaines avant l'événement, j'ai dit, garde, le travail est fait. Ça fait des mois que tu t'entraînes pour ton événement, là. Tout ce que tu vas faire dans les 2, 3 prochaines semaines, tu pourrais le sauter complètement, puis ça ne ferait pas une énorme différence pour ta course. Là, ce qui est le plus important, c'est que tu arrives sur la ligne de départ bien reposé, en pleine capacité mentale. Et c'est ça le plus important. Si la tête est là, le corps il va suivre. Le travail est fait. Il n'y a rien de toute manière qu'on peut faire 3 semaines avant un événement pour changer dramatiquement notre condition physique. Là. On peut faire un tout petit gain de rien du tout. Mais comme je te disais, la dernière semaine, elle est juste là pour décharger un peu d'énergie. Puis, c'est ça. Les 2 semaines avant, c'est pas ça qui compte. C'est tous les mois qui ont précédé. C'est ça, c'est le build-up qu'il y a eu avant. Là. Ouais. Fait, il y a beaucoup, c'est ça, ce travail-là, là, des 3 semaines avant l'événement, là, il faut être adaptatif. Puis c'est là qu'on y gagne beaucoup aussi. OK, super. Fait que, ben sinon, écoute, comment s'est passé la backyard de mon côté? C'est sûr que ça s'est pas passé comme prévu, ça s'est écourté un petit peu. Bon, Kakuna Faut dire que c'était des conditions particulières. Hein? C'était la grosse canicule, puis moi, je te lève mon chapeau juste d'avoir fait quelques boucles sous ce gros soleil-là, parce qu'à Kakuna, il n'y a aucune ombre. Hein? Oui, vraiment très, très peu, ouais. Fait que, ben écoute, merci. Là. J'en ai fait 3 officiels et une 4e en marchant pas mal plus que courant. Ouais. Mais ouais, c'est ça, je me suis fait prendre par la chaleur et comme Yvan Lheureux a dit aussi, l'affaire du vent, c'est que le vent, il y avait tellement de vent sur le bord du fleuve que ça nous asséchait, fait qu'on n'avait pas de l'impression de suer beaucoup. Fait que ça là, c'est vraiment traître, puis c'est un piège que je me suis vraiment fait prendre dedans. Là. Ouais. Mais bon. Sinon, es-tu content d'être allé? Oui, oui, vraiment, vraiment. Vraiment, puis l'aspect communauté, la gang, tout ça, j'ai vraiment trouvé ça cool aussi de le faire vivre à ma blonde en tant que crew aussi. Oui. Ma blonde, bon, elle a fait son premier demi-marathon à Ottawa cette année, fait que ça a été cool. Elle a comme vu quelque chose, c'est quoi le monde de la course de route. Oui. Mais là, elle a vu vraiment quelque chose d'autre, là. C'est quoi ces 100 crinqués-là qui s'en vont courir sur le même parcours qui vont durer jusqu'à 2 jours? Pour elle, c'était comme irréel un peu, puis c'était pas tant clair, tangible. Puis, fait que je suis content aussi qu'elle ait vu ça plus de l'intérieur, là. Ça a piqué sa curiosité? Ouais. Ouais, elle a trouvé ça le fun aussi, fait que... Mais bref... C'est spécial aussi d'être isolé comme ça. Le backyard de Kakuna, on est sur un héliport, sur une réserve. Donc, on est loin de la civilisation quand même. Il faut faire, je sais pas, 5-10 minutes de route pour se rendre au dépanneur le plus proche. Exact. Il n'y a pas grand-chose, mais au moins, il y avait des sacs de glace. C'est l'essentiel. Ça a l'air qu'ils se sont fait dévaliser en sac de glace. Ah oui, ça n'a aucun bon sens. À la fin, 40 sacs de glace qu'on a achetés pour permettre aux derniers coureurs et coureuses de survivre. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est particulier quand même d'être isolé comme ça. Tu sais, les 115 coureurs que vous étiez, avec un crew de chacun, donc on était, disons, 230 personnes à peu près. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour moi, je sais pas comment. Moi ça fait penser à une ambiance de camping.
Oui, oui, oui. Puis moi, écoute, qui a planté des arbres dans le bois, là, puis Ouais. j'ai vécu des camps dans le bois, qu'on dormait en camping, puis qu'on revenait, puis qu'on mangeait sur place. Puis ça me rappelait un petit peu ça aussi, là. OK. Cette petite ambiance-là, là. Sauf que c'était plus festif un peu des tree planters, là. Ah ouais? Mais différemment. Mais en tout cas. Ouais, ça m'a vraiment rappelé ça, là, cette espèce de petite communauté-là. Puis il y a vraiment quelque chose d'assez magique là-dedans, là. Mhm. As-tu eu la chance de rencontrer pas mal de monde, disons, de prendre le départ avec tout ce monde-là à chaque fois, là? J'imagine que tu as pu converser avec plusieurs personnes. Ouais, 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 ouais. Puis encore là, pour revenir, rebondir sur ce que je disais tantôt, ça me fait tellement sourire quand il y a des visages inconnus qui me parlent du podcast. Ça m'a fait toujours Ouais. sourire. Mais ouais, puis c'est le fun aussi parce que c'est inattendu. Tu sais, je veux dire, bon, il y a une de mes amies, j'ai couru un bout avec elle. Oui. Puis, mais aussi, j'ai partagé des conversations avec des humains que je ne connaissais pas avant, puis que ça a été super enrichissant, là. Fait Mhm. que, ouais. Puis, on dirait qu'il y a quelque chose de la vibe de cet événement-là qui est assez rassembleur aussi, là. Ouais. Il y a une solidarité parmi la meute, hein? On appelle la meute. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, et puis je pense que les gens sont pas mal là, plus pour dépasser leurs propres limites avec des gens pour le faire et non dans un esprit très compétitif. Ouais. Aussi, oui, très, très, très peu de gens sont comme ça, là, parce que vraiment, on sent que les gens sont là pour cette vibe-là aussi, là. Ouais. Il y a seulement quelques personnes qui ont, disons, le potentiel de l'emporter sur cette course-là. Les autres, ils n'ont pas vraiment de raison d'être compétitifs envers les autres, dans le fond. Effectivement, Il y effectivement. a une personne qui réussit, tout le reste, c'est des DNF. Donc, Exact. mais Fait que c'est ça pour. propice aux conversations aussi parce qu'on court pas mal tout au même rythme. Mhm. Il n'y a pas un gros écart entre tu sais, les premières personnes qui vont rentrer à la fin du tour puis les dernières personnes. Oui, effectivement. Contrairement en ultramarathon, que bon, tu fais un 50 km, après 5 km ou 10, tu es tout seul, là, puis, Ouais. ou, ou presque, là, parce que plus que ça avance, plus que les gens se distancent, là. Mhm. Fait que ouais, ça, j'ai trouvé ça le fun vraiment pour ça aussi. Euh, ouais, c'est ça. OK. Ouais, fait que là, pour la suite, tu as un autre projet qui s'en vient. C'est-tu annoncé, ça? C'est pas annoncé, mais on peut le faire. Annoncé? Ouais. Tu y allais? C'est pas annoncé, mais on va en profiter, on va profiter de cet épisode-là pour le faire. Je me suis inscrit à un 100 miles, la deuxième fois que je m'inscris à un 100 miles, qui va être ma revanche sur cette distance-là. J'avais fait le Bromont Ultra en 2021. Euh, Pourquoi j'ai pas réussi à finir? Ben, c'est sûr qu'il y avait peut-être un peu un manque d'entraînement. Puis il y avait le retour pandémique aussi que j'avais pas encore retrouvé là, mon vrai why. Puis je m'étais pitché là-dedans parce que j'avais envie d'avoir un projet. Puis Mhm. euh, j'étais pas très préparé à ça. Puis c'était vraiment comme, ah, regarde, je vais l'essayer puis on va voir ce qui va se passer. Je Ouais, m'étais pas mal pitché là, dans cette vibe-là à l'époque, là. ouais. Mais c'est vraiment quand même sur ma bucket list. Mais, tu sais, la course, c'est dans ma vie, puis c'est là pour y rester. Mais Mhm. de faire la distance mythique en trail, c'est sur ma bucket list. De la terminer au moins une fois dans ma vie, Ouais, euh, pour pouvoir dire que je l'ai fait, puis de se dire, OK, je suis allé comme pas mal le plus loin que je pouvais, ou on verra, tu sais, mais de faire cette distance-là, puis
c'est ça, de l'accomplir, puis de voir ce qui va se passer aussi, puis tu sais, de vivre le process de s'y rendre, puis vivre le jour J, puis tout ce qui vient avec, là. La grande aventure. Ouais, 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 ouais. C'est ça. L'incertitude, le risque. C'est un peu ça qui t'attire? L'aspect aventure? Ouais, 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 clairement. Puis, cette fois-là aussi, ce que je trouve qui est particulièrement intéressant, c'est que j'ai choisi une course de un qui est point to point. Fait que, Ouais. qui part à un endroit, qui termine carrément à un autre endroit. Euh, Puis que c'est tous des sentiers que j'ai jamais vus de ma vie. Ça, c'est vraiment plus excitant pour moi que d'aller courir dans mon terrain de jeu à Bromont de Ah, je sais tellement ce qui m'attend les 15 prochains kilomètres. Mais là, Ouais. je vais le savoir, je vais le planifier, entre guillemets, mais ça va quand même être toujours du terrain nouveau. Puis ça, je pense que ça va vraiment bonifier l'expérience, je pense. Mhm. Ouais, je pense que tu vas aimer ça. La façon que tu en parles, là. En tout cas, pour moi, de faire des point-to-point puis de ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient, c'est une raison de continuer. C'est juste cette curiosité-là de voir c'est quoi la prochaine affaire. J'ai hâte de voir le prochain sommet, j'ai hâte de voir la vue que je vais avoir d'en haut, j'ai hâte de voir quand on arrive, je ne sais pas moi, près de ce lac-là. Ouais, je trouve que c'est une belle motivation durant la course, ça. Ouais, de ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient. Ouais, ouais, fait que il y a ce thrill-là que je trouve. Je pense que penser à ce thrill-là, de cette excitation-là, disons, du jour J, ça, c'est quelque chose qui va m'aider à co-créer à trouver mon why aussi de pourquoi je veux faire cet événement-là, puis tu sais, une sortie qui te tente moins, là, on en parlait tantôt. Le Ouais. mec, j'ai une sortie qui me tente moins, je vais me dire, hey, dans 3 mois, je vais être content de l'avoir faite, cette sortie-là, ça va avoir bonifié mon entraînement, tu sais. Ouais. Fait que, Mhm. fait que c'est Ouais. ça. Ouais. Il y avait quelque chose dont on voulait parler à propos de l'approche de coaching. Moi, je trouve que ton approche est vraiment personnalisée. Ah oui, ça, on a parlé. Mais ouais, ton approche à toi, là, c'est que Hmm? ce qui se différencie des autres, tu travailles avec la fréquence cardiaque. Ouais. Fait que Non. ça, c'est quelque chose qui est ben, différent. Je sais pas. Je pense que c'est de plus en plus populaire, si je me trompe pas. Mais ça Hmm. reste quand même un peu innovateur. Puis comment, toi, c'est venu cette approche-là pour toi? Puis pourquoi tu as choisi cette approche-là? Ouais, merci. C'est ça qui m'échappait, là. Je savais qu'il y avait quelque chose spécifiquement qu'on voulait parler. Puis c'est ça, oui. La fréquence cardiaque, comment j'en suis arrivé là? Puis pourquoi je juge que c'est important? Ben, première des choses, il faut juste mettre un petit peu de background, là. Moi, j'ai fait du triathlon pendant quelques années, puis de la course sur route. Puis quand on fait de la course sur route, c'est tout le pace. Tu t'entraînes au kilomètre, puis tu t'entraînes aux minutes par kilomètre. Ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. c'est vraiment, tu sais, la plupart des approches de coaching est mise sur le pace quand tu fais ce genre d'épreuve-là. Euh, mais là, déjà, je percevais qu'il y avait des problèmes avec cette approche-là parce que quand j'allais courir en hiver sur une surface glacée avec 6 pouces de neige, puis que ce qui était prévu, c'est que je cours à 5 minutes du kilomètre, puis que ça devait être une sortie relaxe. Ben, pour moi, courir à 5 minutes du kilomètre avec 6 pouces de neige puis une surface glacée en dessous, c'est plus une sortie relaxe. Ça demande pas mal plus d'efforts que de courir sur du sec, sur le pavé en été. Clairement. Euh, Puis là, j'ai constaté ce problème-là. C'est pas pareil non plus quand tu cours avec un vent de face. Euh, t'sais, Chose que j'ai appris à Kakuna.
Oui, c'est ça. Ça fait que là, si on s'acharne à respecter un pace, on ne fournit pas le bon niveau d'effort. Puis souvent, ben, on peut se brûler. Mais comment on adapte le programme après? Comment je peux juger, moi, comme coach, combien ça vaut un effort sur de la glace avec 6 pouces de neige puis un vent de face? C'est-tu passé de 5 minutes à 5 minutes et demie, à 6 minutes, à 6 minutes et demie, à 7 minutes? Comment est-ce qu'on évalue ça? T'sais? Parce que ce qu'on veut faire pour un programme, c'est de ne pas surcharger notre athlète. On veut avoir juste le bon niveau d'effort pour permettre au corps de s'adapter, de faire ce qu'on appelle une surcompensation. Mm-hmm. Il stresse un peu, puis en réaction, ben, ton corps, il se renforce. Mais si tu le stresses trop, ton corps ne va pas se renforcer parce qu'il n'y aura pas le temps de récupérer avant le prochain effort. Oui, c'est ça. Puis, écoute, si je peux bonifier ce que tu dis, Oui. c'est de trouver l'espèce de jaune zone. Parce que, tu sais, si tu es dans le rouge, tu es trop intense. Si tu es dans Oui. le vert, c'est que tu n'en fais pas assez. Tu n'es pas encore en Exactement. progression. La zone jaune ou la zone orange, si on fait disons une échelle de couleurs. Oui, oui, oui. C'est ça. Ben là, moi déjà, quand je m'entraînais sur route, puis pour triathlon, tu sais, je voyais cette incohérence-là. Là. Puis je cherchais quelque chose de mieux. Puis là, c'est là que j'ai découvert la fréquence cardiaque, puis je m'en servais déjà à ce moment-là. Ben, quand j'ai commencé à faire du trail, là, ça faisait encore plus de sens. Parce que quand tu vas faire du dénivelé, ou bien même tu ne fais pas de dénivelé, tu t'en vas courir en trail, puis tu es dans un sentier technique avec des roches, puis des racines, puis de la boîte. Là, le pace, il ne veut absolument rien dire. Parce que d'un sentier à l'autre, tu n'as pas du tout les mêmes conditions. Comment on évalue ça? Le pace est inutile. Là, rajoute du dénivelé là-dessus. Là, ça ne fait aucun sens. Je l'ai appris, ça, durant ma première course de trail. Je suis allé courir dans les Chic-Chocs en Gaspésie. Puis, quand j'ai compris qu'il fallait qu'on marche les montées, là, moi, je m'étais fait un plan, là. J'allais avoir une moyenne de tant de minutes du kilomètre sur l'ensemble de ma course. C'est un 100 km. J'ai vu vite assez que ça ne faisait aucun sens, puis il n'y avait aucun moyen de calculer un pace moyen sur une course. Ou de se servir de sa montre pour voir si on était au bon pace, ça ne veut plus rien dire. Fait là, je me suis posé la question encore, ben, comment je vais mesurer mon effort? Parce qu'il faut savoir quand même, est-ce que je suis en train d'en fournir trop, puis que je n'arriverai pas à durer sur l'ensemble de ma course? Ou, comme tu disais tantôt, est-ce que je suis dans le vert, puis j'en fournis pas assez, puis que je suis en train de passer à côté de mon potentiel, ou je ne suis pas en train de créer des adaptations? Tu sais. C'est là où j'ai vu la fréquence cardiaque, c'est probablement la bonne approche, mais c'est très difficile de s'entraîner avec la fréquence cardiaque si on n'a pas un bon bagage de connaissances. Il y a tellement de gens qui ne comprennent absolument rien à la fréquence cardiaque. Puis le premier indice pour savoir si les gens s'y connaissent un peu en fréquence cardiaque, s'ils comparent leur fréquence cardiaque entre eux, ils ne connaissent rien à la fréquence cardiaque. Parce que c'est génétique. Il y a une composante génétique qui est très importante. Okay. Ça part de la fréquence cardiaque maximale. On a toute notre fréquence cardiaque maximale qui est génétique, qui est inchangeable. Ça va se modifier un peu avec l'âge, ça va diminuer un peu avec l'âge, mais en principe, là, on n'est pas tous au même niveau, puis on ne devrait jamais comparer nos fréquences cardiaques. OK. Et individualiser. Il faut vraiment que ça soit individualisé. Puis là, je m'écarte beaucoup, peut-être. Ben non, mais c'est parfait, c'est un podcast. C'est pas une entrevue Radio-Canada 3 minutes. Là. Ça marche. Je vais essayer de simplifier, OK? Ouais. Là, je pense que les gens auront compris que l'approche du pace a des grandes lacunes quand on court à l'extérieur et qu'on fait des longues distances, même sur la route, quand on court à différentes températures, etc.
Puis dans le trail, ça ne fait aucun bon sens. Mhm. Fait que là, il y a la fréquence cardiaque qui est une mesure objective si on a bien fait notre travail de départ, qui est de faire évaluer notre fréquence cardiaque maximale par quelqu'un qui connaît ça, puis de prendre notre fréquence cardiaque au repos, puis après ça, de calculer nos zones en fonction de ça, avec une approche bien précise qui s'appelle l'approche de la réserve cardiaque. OK. Pas besoin de retenir tout ça, mais tout ça pour dire qu'il faut que le travail de départ soit bien fait pour s'entraîner par fréquence cardiaque. Puis c'est pas simple. Je vous conseille de prendre un coach Ah qui ouais. est connu en fréquence cardiaque. J'en connais un bon, là, tu le connais aussi. Courirzen.ca. Oui, c'est ça. Bien, ça, la fréquence cardiaque, OK, c'est un très bon outil, mais je l'utilise en combinaison avec la perception de l'effort. Mhm. Puis dans un monde idéal, on pourrait fonctionner uniquement avec la perception de l'effort. La perception de l'effort, ça, ce que c'est, exemple, tu cotes ton effort de 1 à 10, okay, ou de 1 à 5. Puis là, on pourrait prescrire une cote d'effort pour un programme. Okay? Puis les gens, dans un monde idéal, se fieraient à leur ressenti, puis la cote d'effort, puis là, ils seraient au bon niveau d'effort, il y aurait les adaptations nécessaires, ils n'iraient pas trop dans le rouge, dans un monde idéal. Mais la difficulté avec la perception d'effort, c'est qu'une personne peut être très tolérante à la douleur, exemple. Puis pour elle, une cote de 5 sur 10, c'est un effort, comment je dirais ça? Si je lui dis, mais tu vas faire un effort de 5 sur 10, en réalité, cette personne-là va peut-être faire un 8 sur 10. Donc, elle va toujours en faire trop, elle va toujours pousser trop, puis elle va toujours être dans le rouge. Parce qu'elle n'est pas un bon juge de son effort. Ou bien elle se ment à elle-même, ou bien elle ne réalise pas que sa tolérance à l'effort est plus élevée, puis elle ne fait pas l'adaptation, elle ne fait pas l'ajustement. Puis inversement, il y a des gens qui sont moins tolérants à la douleur, puis à l'effort, puis tout ça, qui vont surestimer l'effort qu'ils font dans un entraînement. Je vais leur dire, fais-moi un 5 sur 10, puis ils vont me faire un 2 sur 10, pensant qu'ils font un 5 sur 10. Donc, eux, ils n'en feront pas assez, puis ils n'auront pas les adaptations non plus. Okay? Ça fait comment on s'assure que quand on donne un 5 sur 10 à quelqu'un qui va vraiment nous faire un 5 sur 10, bien là, on prend une mesure objective qui est la fréquence cardiaque. Okay. La fréquence cardiaque, quand les zones ont été bien calculées, elle ne mentira pas. Elle va te dire, ouais, OK, tu es dans cette zone-là. Et puis ça représente un 5 sur 10. OK. Fais-tu du bon sens? Oui. Super. Puis, c'est ça qui est de particulier avec mon approche. Mais question pour toi, là, par curiosité, est-ce que quelqu'un qui fait du vélo peut calculer ça aussi par la fréquence cardiaque? Oui, ça peut fonctionner avec tous les sports. Il y a des petits ajustements à faire, disons. OK. Parce que le vélo, il faut pousser pas mal plus que la course à pied avant d'atteindre des fréquences cardiaques plus élevées. OK, ouais. Il faut le savoir. Parce que tu vas devoir, comment je dirais ça? Tu vas devoir solliciter beaucoup plus ton système cardiovasculaire avant d'être capable d'atteindre les zones plus élevées. Comparativement à la course à pied où, dès que tu te mets à faire un jogging rapide, ta fréquence cardiaque elle est déjà d'un bon niveau à cause des forces d'impact. La course à pied, c'est un sport vraiment très demandant au niveau physique.
comparativement à des sports portés comme le vélo, la natation, le ski de fond. Tous ces sports-là, parce qu'il n'y a pas d'impact, sont beaucoup moins exigeants sur le corps. Donc, on est capable de pousser notre système cardiovasculaire beaucoup plus loin. OK. C'est ça la différence, mais les principes restent les mêmes. Moi, j'entraîne des gens qui font des compétitions de ski de fond, j'entraîne des gens qui font des triathlons, puis c'est encore le même système. Perception de l'effort, puis validation avec la fréquence cardiaque. OK. Ouais. OK, super. Puis un truc qu'on a parlé en pré-entrevue là, avant de commencer l'enregistrement, tu me disais aussi que ton approche de coaching en influence aussi sur le mindset. C'est-à-dire, tu sais, pour que la course devienne une habitude de vie plutôt que ça devienne 2, 3 happenings ou un événement par année. Oui. Ben, oui, tu vois, il y a l'aspect technique dont on vient de parler, là. Mais c'est directement relié aussi avec l'approche, disons, plus du mindset, l'aspect mental. Le fait que les données ou, disons, nos repères sont la perception de l'effort puis notre fréquence cardiaque, c'est qu'on demande à notre corps comment il se sent. On évalue les sensations de notre corps. On ne s'est pas mis esclave d'un pace. On ne s'est pas mis esclave d'un nombre de kilomètres. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et quand on a une approche qui dit tu dois courir à telle vitesse, puis tu dois franchir tant de kilomètres, on vient de se mettre dans une boîte, comme si le corps était une machine. Puis on exige cette performance-là de notre corps coûte que coûte. Tu comprends? Oui. L'approche dont je viens de te parler, c'est comment il va mon cœur, là? Comment il va mon niveau de fatigue générale? Ça, le cœur, c'est, quand on apprend à lire ça, ça nous en dit beaucoup, là. Notre état mental va influencer notre rythme cardiaque. Notre état de fatigue va influencer notre rythme cardiaque. La chaleur, tu l'as vécu aussi à Kakuna, tu sais. Clairement, Ça a un gros impact sur le cardiovasculaire, là. Ben ça, il faut en tenir compte en quelque part. Les rafales de vent aussi. Non, moi, je m'étais dit que j'allais faire mes tours en 50 minutes, là, puis là, je veux le rentrer en 50 minutes, tu sais, puis on ignore la chaleur, ben, on va se faire du mal, là. Puis peut-être qu'on n'y arrivera pas, tu sais. Il faut s'ajuster. C'est ça, tu sais, c'est être à l'écoute de son corps. C'est ça le mindset que je privilégie avec cette approche-là. Ça va main dans la main, là. Puis perception de l'effort, si on peut rentrer un peu plus là-dedans, il y a des repères qui sont la respiration. Ça, c'est super important. C'est le repère le plus important. Comment savoir si tu fournis un effort soutenable, qu'on peut appeler l'endurance fondamentale dans le jargon de coaching? L'endurance fondamentale, c'est un effort cardiovasculaire de base. C'est 80% de volume. C'est du zone 2, si je ne me trompe pas. C'est du zone 2, oui. OK. Ça, il faut faire attention. Les zones aussi, ça dépend combien de zones il y a dans notre système. Parce que si on regarde les Européens, zone 2, pour eux, c'est peut-être zone 1. S'ils travaillent avec un système en 3 zones, puis moi, je travaille avec un système en 5 zones. OK. Donc, ça, là, j'ai écouté plusieurs podcasts, puis je ne parle pas du tien, là, mais tu sais, des podcasts américains, des podcasts européens, des podcasts du Québec. Puis là, il y a tous ces gens-là qui parlent de zone 1, zone 2, etc., sans préciser combien il y a de zones dans leur système. Moi,
je me dis, ben là, les gens, ils partent avec de l'information tout croche, là. Parce que, tu sais, on leur dit, il faut que tu fasses du zone 2, il faut que tu fasses du zone 2. Là, les gens, ils écoutent ça. C'est un podcast du Québec, puis ils l'écoutent en Europe. Ça ne veut pas dire la même chose. Et C'est vice-versa, clair. tu sais. Ouais. Ouais, moi, ça me. Ah ouais, ça me fait virer fou des fois. Ouais. Super. Puis, écoute, la grande question, là, comment que tu as su que tu aimerais puis tu avais des capacités de devenir coach? Mais j'ai toujours eu une bonne écoute. Ouais. Je Ça, pense que ça, c'est une chose. c'est clairement une force que tu as, là. Ouais. Ouais. Ouais, depuis toujours, j'étais celui qui écoutait pendant que les autres parlaient. Mes meilleurs amis, là, c'était toujours des gens super bavards. Là, ça a l'air comme si je suis bavard, là, parce que je suis sur un podcast. Mon rôle, c'est de parler. Mais ouais, mes meilleurs amis, c'était toujours des gens très bavards. Puis moi, j'écoutais, je recevais. Puis une fois de temps en temps, bon, une petite réflexion. Puis les gens venaient souvent me voir pour des conseils. C'est ça. À mesure que je découvrais le monde de la course, les gens venaient me voir pour des conseils, puis j'aimais donner des conseils aussi. Parce que je m'informais beaucoup pour moi-même. Puis à toutes les fois que, disons que j'apprenais quelque chose à la dure, quand je pouvais éviter ça à quelqu'un, là, ça me faisait tellement plaisir, c'était tellement valorisant de dire, hey, c'est comme j'ai découvert quelque chose, là. Toi tu commences, là, tu veux-tu te sauver une couple d'années, là? J'ai ce truc-ci à te donner, ça va t'aider beaucoup, tu sais. OK. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis, avant que je m'écarte là-dedans, il y a quelque chose que je voulais dire à propos de Kakuna. Parce que ça a été une expérience particulière pour moi aussi, parce que j'étais inscrit comme coureur. Puis, j'ai choisi de ne pas y aller parce que mon année n'était pas super au niveau entraînement là, pour diverses raisons. Puis, j'avais comme le goût de vivre d'autres choses en même temps. Je me suis dit, je vais y aller comme coach. J'ai plusieurs athlètes qui vont le courir. Je vais y aller comme coach, puis je vais donner un coup de main au crew, tout ça. Je vais leur donner des conseils pour qu'ils puissent aider mes coachés. Puis, ça a été une très bonne décision parce que j'en ai retiré beaucoup plus que si j'avais fait la course moi-même puis que je m'étais rendu, si je m'étais surpassé un peu. Là, OK. Je me suis aperçu que de permettre à d'autres de se surpasser, ça fait tellement du bien, c'est tellement valorisant. Moi, j'ai eu le sourire fendu jusqu'aux oreilles toute la fin de semaine. De te voir toi, prendre le départ d'un backyard pour la première fois, puis de vivre cette expérience-là, puis de voir comment les gens s'y prenaient pour la nourriture, l'hydratation, puis découvrir ce format-là, ça, je trouvais ça le fun. Après ça, on avait 2 autres sous la tente, là. Il y en a une qui a doublé la plus longue distance qu'elle a fait à vie. Sa plus longue distance à vie, c'était 21 km. Cette journée-là, elle a fait 42,2. Elle a fait un marathon. Ça a été vraiment magique de vivre ça, hein? Oui, c'est ça. Mais je ne veux pas la nommer parce que je ne veux pas divulguer là, des choses personnelles. Mais ça, pour moi, c'était vraiment un des highlights de la fin de semaine. Puis après ça, une autre qui était sous notre tente qui a surpassé son nombre de boucles de beaucoup aussi. Oui, puis dans ces conditions-là, dans ces conditions-là, oui. De voir tous ces gens-là que j'accompagne se surpasser, puis d'avoir pu faire partie de ça, moi, c'était magique. Oui, puis j'imagine que pour toi, c'est un peu comme l'accomplissement aussi de ce que tu fais. Tu sais, je veux dire, hey, ça fait, prenons moi par exemple, mais ça fait 3 mois que tu m'accompagnais. Oui. Là, c'est comme, hey, là, tu vois que, OK, ces trucs-là, ils ont fonctionné ou, tu sais, bon, c'est sûr, moi, c'est pas grave que j'ai pas eu la course que je m'attendais parce que j'étais là pour vivre l'expérience. Puis, au final, ma blonde est contente parce qu'on a eu plus de temps pour faire un road trip. Après.
Fait que Ben, pour moi, ça a été un win-win. Mais tu sais, euh, quand même, je veux dire, pour toi, ça a dû être vraiment enrichissant là, de vivre ça de même de l'intérieur. absolument. Puis pour moi, ton histoire, c'est quand même un succès. Parce que tu sais, tu es venu faire la course, tu as eu du plaisir, puis tu n'es pas reparti en te tapant dessus. Ouais, ouais. C'est ça que j'essaie d'aider les gens avec aussi, tu sais. Il y a trop de gens qui partent des courses déçus, puis qui se trouvent un paquet d'excuses, puis qui se tapent dessus. C'est dommage. Ouais, 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 C'est ouais. dommage. C'est pourquoi pas, tu sais, juste accepter qu'on a fait du mieux qu'on a pu ce jour-là avec les conditions qu'on avait, puis il y en aura d'autres, des courses. Ouais. Tu sais, puis pour moi, c'est ça l'attitude que tu as adoptée. Puis pour moi, c'est un succès. Ah, ben, je te remercie. Puis aussi, écoute, j'avais un tendon d'Achille un petit peu fragile Ouais, que ça m'a joué dans la tête avant de prendre le départ ouais, aussi, c'est ça. ça. T'as Fait fait que, le mieux que tu pouvais avec ouais, les ouais. conditions de cette journée-là. Mais la C'est tout. beauté, c'est que je vais pouvoir me reprendre. Ouais, Puis, de toute façon, là, dans le format backyard, je pense que faut que tu te mettes ça dans la tête avant de prendre le départ. C'est qu'il va en avoir un gagnant au final. Tu ouais. sais? Que- Le Mais reste, ça, on est là ça c'est pour quelque finir. chose que je trouve spécial, par exemple, du format backyard. Je me carte un petit peu, là. Mais dans le mindset, je trouve que c'est plus difficile de se préparer. Parce que, tu sais, moi, je me prépare, je vais faire un 50 km. Mais le pire scénario, ça va prendre 9 heures. Puis un bon scénario, ça va prendre 7 heures. Mais Ouais. là, il y en a pas de temps limite. Fait que tu te prépares comme prepare Mhm. for the worst, hope for the best, là. Ouais. Ouais, c'est particulier le format backyard. Puis, ouais, la difficulté, c'est de prendre le départ. Euh, une fois que c'est fait, là, ça va mieux. Mais c'est sûr, tu sais, quand ça commence à être difficile, puis tu t'assois dans ta chaise, puis que ton auto est juste à côté dans le stationnement, c'est tellement facile d'abandonner. Ouais. C'est pas comme quand tu es dans un ultra, puis tu es entre deux ravitaux, puis tu te pognes un coup de mou, puis des idées noires. Tu as le C'est temps de dans te le ramener. milieu de nos bars, nulle Puis tu part. peux prendre le Ouais. rythme que tu veux, puis tu peux marcher pendant 1 heure si tu veux, avant de retrouver tes esprits, puis après ça, là, hop, tu repars. Puis tu te dis, de toute façon, je ne peux pas abandonner ici. Je suis entre deux ravitaux dans le milieu du bois. Il faut que je marche par là ou que je marche par là, mais je sais, je ne peux pas me téléporter, là. Mais le Exact. backyard, ouais, à chaque boucle, il faut reprendre la décision. C'est ça qui est le vrai défi. Ouais. Clairement, ouais. Mhm. Puis je pense que c'est le genre de format qui peut facilement confronter ton why. Tu sais, le pourquoi tu cours, là. Ouais, En tout cas, moi, personnellement, ça l'a quand même effleuré un peu. ouais, ouais. Ouais. Mais positivement, là. Mhm. Ouais. Ouais. Super. Puis, sinon, écoute, pour le coaching avec toi, là, tu as deux approches qui sont plus populaires. Fait que tu as Oui, c'est le. ça. Ben, en fait, j'ai deux approches uniquement là, parce Ouais. que j'ai seulement un programme qui est tout fait. C'est vraiment un programme d'introduction. Tu sais, les programmes tout préparés d'avance, là, c'est Ouais. 5 km en 5 semaines, puis 10 km en 10 semaines. Puis ça, OK. c'est des programmes que tu peux faire marche-course, etc. Tu sais. Au-delà de ça, c'est tout de suite, moi, il faut que ça soit du personnalisé. Pour les OK. raisons que j'ai nommées là. Tu sais, il y a des Ouais. blessures qui peuvent survenir, des imprévus dans notre vie, de la visite imprévue, ben, tu sais, etc., des changements d'emploi, toutes les surprises de la vie, là, tu sais, la maladie, etc., etc. Tu sais. Ben, c'est ça. L'approche personnalisée permet de s'adapter quand ces choses-là surviennent. Mais l'autre chose aussi, c'est on part du background de la personne. Là. C'est quoi ton historique de course? Tu sais? Mhm. Fait combien d'années tu cours? Euh, quel genre de volume que tu es habitué de faire par semaine depuis les derniers mois? Puis après ça aussi, ben,
Les gens, souvent, ils ont plusieurs événements. Tu sais, quand tu prends un programme, exemple, 42 km de 12 semaines, tu sais, ben, si tu veux faire, toi, un 10 km là-dedans, puis un 50 km trail, puis, tu sais, souvent, c'est ça, là, les gens, ils ont toutes sortes d'événements divers qui n'arrivent pas nécessairement à des bons endroits les uns par rapport aux autres, mais ils y tiennent, tu sais. Eh bien, Mathieu, tu peux-tu m'arranger ça? Regarde, je veux faire telle course, telle date, puis j'en ai un autre 2 semaines après, puis là, ben, j'ai un 100 000 qui s'en vient dans 3 mois. Tu sais, comme, OK, on va regarder ça, on va trouver une solution créative pour que ça marche. Tu sais. C'est tout ça l'approche personnalisée. Là, tu sais, fait en partant, moi, je fais que ça, du personnalisé, en fonction des horaires de la personne, de son passé et tout. Puis j'ai une approche qui est l'approche extra. Ça, ce que c'est que c'est suivi limité. La personne a reçu son programme. Elle a des questions en cours de route. Elle veut plus d'appui. Elle veut que je regarde certaines séances qu'elle a faites pour voir si elle les a fait comme il faut, etc. Là, ben, dans ce cas-là, ils vont prendre l'approche extra qui est comme mon approche VIP. Là. C'est ceux qui embarquent là-dedans. Tu m'envoies un texte n'importe quand, tu m'envoies un courriel, tu commentes ta séance, je suis là. Attendez-vous pas que je réponde à 3 heures du matin, mais en principe, dans un délai raisonnable, je réponds à toutes vos demandes. C'est ça la différence. Le premier, c'est une approche très personnalisée, mais les suivis sont plus limités. Une petite question, si tu es là, ça va. Mais en principe, je te livre ton programme, il est personnalisé en fonction de tes besoins. Puis pendant un certain temps, tu te débrouilles avec ça. Puis on se parle peut-être une fois par mois pour faire des ajustements aux besoins. Okay. L'autre approche, là, c'est beaucoup plus d'adaptabilité puis beaucoup plus de suivi. C'est pas mal ça la différence. OK. Puis, tu me disais aussi l'autre jour que selon toi, ben, tu sais, les deux, c'est. Tu sais, qu'est-ce qui est le plus populaire pour toi? Ça dépend. Tu me disais qu'au début, je pense que tu étais un petit peu moins dans le VIP, puis tu l'es de plus en plus, de ce que j'ai compris, là. Oui, c'est ça. Ben, le VIP, c'est très demandant. Oui. Vraiment, des fois, tu vois, comme là, présentement, j'en ai une quinzaine en VIP. Okay, puis c'est comme avoir les pensées de 15 personnes en continu dans ta tête, là. Ah, j'avoue, hein? Parce que, tu essaies de répondre à leurs besoins, puis de voir un peu comment ils réfléchissent. Tu leur poses des questions sur leur vie personnelle pour savoir, bon, c'est quoi leurs défis, les défis qu'ils ont à composer avec, puis d'essayer d'un peu mieux comprendre quelle approche qui fonctionnerait bien pour eux autres. Parce qu'il n'y a pas 2 personnes qui ont le même programme, là. C'est vraiment tout du sur-mesure en fonction des besoins de la personne, puis ça évolue de semaine en semaine. C'est très demandant, l'approche VIP, mais c'est ce qui est le plus valorisant quand même, pour les deux. Parce que moi, ce que je cherche à faire à travers mon coaching, je veux avoir des relations à long terme. C'est dommage quand la personne prend un service de coaching pendant 3 mois. Pour moi, on a juste égratigné la surface, là. Il y a tellement plus de potentiel de croissance au-delà de faire un 3 mois de coaching. Quand on apprend à se connaître, là, on peut se rendre vraiment loin ensemble. Il y a des gens que j'accompagne depuis 3-4 ans. Puis eux, ça progresse tout le temps. Puis c'est de plus en plus agréable de travailler ensemble. Là, j'ai hâte de voir la suite pour eux, t'sais. Puis eux, ils ont hâte de me partager ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment... Il y a des gens qui ne veulent pas mêler, disons, l'amitié et le travail. Moi, je ne veux pas vivre autrement. OK. Pour moi, c'est ça la vie, là, t'sais. Je veux me rapprocher des autres êtres humains, là. Je ne veux pas que ça soit une transaction commerciale uniquement, t'sais. Il y en a de ça, puis, mais c'est pas ça que je recherche. Moi, c'est des relations à long terme. Puis l'approche VIP permet ça.
Fait, au début, c'est plus difficile. J'ai beaucoup plus de questions à poser. C'est pour la personne qui prend cette approche-là aussi, elle a à se livrer un petit peu plus. Fait, les débuts, il faut y mettre plus de temps, plus d'efforts, comme n'importe quelle relation qu'on développe. Mais après ça, une fois que la base est établie, là, c'est le fun. Là. Parce qu'on a vraiment l'impression, ben, pas l'impression, c'est qu'on travaille vraiment ensemble. Ouais. Ça fait, j'aime les deux, mais disons que l'approche VIP est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus valorisante. C'est le genre d'approche que je cherche à mettre en place le plus possible. Mais je respecte quand même le choix de certaines personnes de prendre une approche où il y a moins de suivi. Parce que j'en ai qui sont très autonomes, puis très routiniers, puis eux, tu leur donnes un programme, puis ils le suivent à la lettre. Jamais de défaillance. Je ne sais pas comment ils font. Mais ils font chacun de leur entraînement, puis ils font pas mal bien, tu sais. OK. Ça fait qu'eux, le suivi, ben garde, c'est pas vraiment nécessaire dans leur cas, puis ils ne recherchent pas nécessairement à établir une relation avec un coach. OK. Mais moi, l'aspect communication, l'aspect émotion, l'aspect mental, développer une relation d'entraide avec quelqu'un, ça, je trouve ça le fun, je trouve ça intéressant. Quand j'ai des gens qui prennent l'approche VIP, je suis vraiment très heureux. C'est le fun. Ouais. OK. Super. Puis, est-ce que tu trouves que ton coaching a évolué aussi avec le temps? Ah, ben c'est sûr. Je veux dire, quand on gagne en expérience, on peut en prendre un peu plus. C'est surtout ça qui a changé. Au début, volontairement, là, j'ai comme mis les freins sur sur le développement. Je voulais m'assurer de bien accompagner les gens. Tu sais. Je préférais accompagner 5 personnes puis le faire comme il faut que d'en prendre 25 puis de le faire tout croche. Puis c'est encore mon approche. Moi, ça rentre tranquillement, puis c'est parfait comme ça. OK. Parce que souvent, les gens que je vais coacher, c'est des gens qui m'ont entendu au podcast, par exemple, qui ont fait Ah, j'aime son approche à lui. C'est Mathieu que je veux, pas un autre coach. C'est ce genre de connexion-là, moi, que j'aime. Là. Puis ça, faut que ça rentre au compte-gouttes. On ne peut pas faire autrement. Si on fait une tonne de publicité, ben là, on va chercher des gens qui magasinent puis qui vont passer des coachs les uns après les autres. Là. Des relations de surface. J'essaie d'éviter ça. J'essaie d'avoir des vraies bonnes relations à long terme. C'est correct pour moi que ça évolue tranquillement comme ça. Là, je ne sais pas tant répondu à ta question, mais oui, l'approche a évolué. Puis c'est que je suis capable d'en prendre plus maintenant à cause de l'expérience. Ouais, puis non, mais ma curiosité, en fait, c'était de savoir aussi si j'imagine. Ben, en tout cas, bref, je vais poser plus la question, là, plutôt que faire une supposition. Mais c'est que toi, est-ce que depuis le temps que tu as commencé à faire ton coaching, est-ce que tu as plus de facilité à saisir les gens rapidement qu'au début? Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ben d'ailleurs, j'ai plus d'outils pour le faire à cette heure aussi. Comme une des premières étapes, c'est un questionnaire que j'ai monté qui pose des questions très spécifiques qui m'aident énormément à saisir la personne. Puis, il y a quelques questions notamment sur les raisons pour courir. Ouais. C'est ceux-là qui m'informent souvent le plus sur le genre de personnes avec qui j'ai affaire, puis voir si on va bien s'entendre. OK. Puis en fait, je m'entends pas mal bien avec tout le monde. C'est probablement à cause de mon adaptabilité puis mon écoute. Là.
Ouais, c'est ça. Mais c'est important de savoir qu'est-ce que la personne recherche. Parce que c'est du personnalisé, là. J'en ai des gens qui visent la performance. Ils veulent être sur le podium, ils veulent faire un certain chrono. Puis j'essaierai pas de les convaincre autrement. Ah Et ouais. moi, c'est pas ce que je recherche pour moi, mais je l'ai déjà, ça a déjà été ce que je recherchais, puis je comprends. Mhm. Puis je vais les appuyer là-dedans. Euh, Puis il y en a d'autres qui courent uniquement pour le plaisir, puis il n'y a aucune notion de performance, puis je ne vais pas essayer de de les convaincre d'en mettre. Euh, c'est ça, c'est très, très personnalisé. Puis juste ça, j'arrive à faire la distinction assez vite, mais en posant les bonnes questions. Ouais. Mhm. Que j'avais peut-être pas avant. Maintenant, j'ai ces outils-là qui me permettent d'arriver plus vite à, à une approche qui va convenir aux deux, là. OK, super. Mhm. Puis, ben écoute, les gens qui sont encore là sur le podcast, là, je me suis rendu compte tantôt que j'ai oublié de dire c'est quelle course que je vais faire de 100 000. Ça Oui, s'appelle le Mid-State Massive Ultra Trail. Donc, ça traverse 3 États aux États-Unis, là. Ça part au New Hampshire, ça passe un petit peu au Vermont, puis ça termine au Massachusetts. Donc, oui. en octobre prochain. Puis sinon, est-ce que ben c'est le meilleur endroit pour te contacter, il y a ton site internet courierzan.ca. Oui, courierzen.ca. En plein ça. .com aussi. Ah, OK. Les deux domaines sont valables. OK, OK, super. Puis sinon, en terminant, là, à moins que tu aies d'autres choses à vouloir rajouter aussi. Non? OK, parfait. Toi qui as vécu ça de l'intérieur, là, Oui. selon toi, c'est quoi les qualités pour toffer le plus longtemps possible sur un backyard ultra? Hmm. C'est euh, c'est le désir. OK. On peut l'appeler le why, on peut l'appeler la motivation, on peut l'appeler autre chose. Mais moi, ce que je constate, c'est ceux qui ont une raison forte pour faire ce qu'ils font, qui vont se rendre loin. Puis, ouais, c'est ça, je ne veux pas nommer personne, là. Mais j'ai eu la chance d'accompagner autres que les gens qui avaient sous la tente Courir Zen, là. Moi, je suis Ah resté ouais. jusqu'à la fin pour, c'est ça, être témoin disons, de ceux qui allaient durer jusqu'au bout, tu sais. Puis parmi ceux qui ont duré très longtemps, il y avait vraiment le désir, soit le désir de vaincre, hein, le désir de gagner. Chez certaines personnes, le désir de gagner, tu sais, la compétitivité, là, c'est extrêmement puissant. Mhm. Euh, des fois, c'est la rédemption. Moi, je suis déjà passé par cette phase-là, puis je crois que c'est là où j'avais le plus le désir de repousser mes limites. C'est la rédemption, c'est quand on a quelque chose à se prouver à soi-même ou à prouver aux autres, quand on veut se racheter des fois des erreurs du passé. Pour Mhm. faire une histoire courte, moi, j'ai déjà eu des difficultés avec l'alcool. J'ai déjà. Ben, j'étais pas le père que je voulais être, j'étais pas le mari que je voulais être, j'étais sur une mauvaise trajectoire de vie. J'étais pas en santé, j'étais pas en forme, j'étais pas fier de qui j'étais. Puis quelques années de ma vie que je regrettais amèrement. Puis je voulais OK. me racheter. Puis pendant quelques années, c'était ça ma motivation. C'était je vais me prouver à moi-même puis aux autres que j'ai de la valeur. Mhm. Puis que je ne suis pas le trou de cul que j'ai été des dernières années. OK. Dis franchement, là. Ça fait ça, tu vois, quand j'avais cette raison-là, le désir était fort de réussir mes courses, puis de me rendre loin, puis de bien faire. Tu sais. OK. Euh, Puis c'est ça, j'ai vu beaucoup de gens pour qui c'est la rédemption qui va les mener loin. Euh, le désir de vaincre, il n'est pas étranger non plus à Mais, ce désir-là.
Mais question à ce niveau-là, est-ce que Ouais. ce désir-là, puis cette volonté-là, ça peut se développer ou c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas? Oui, ça peut se développer. OK. Euh, Tu sais, on peut se trouver des raisons de courir quand les raisons nous manquent après un certain temps. Tu sais. Comme moi, cette raison-là est partie. Là. Je ne peux plus me fier là-dessus. Ça a été éphémèrement là, dans ta vie, là. Ben, je suis trop zen maintenant. Là. J'ai fait la paix avec ça. Ouais, ouais, Qui est- ouais, ouais. on peut le voir de manière positive ou négative. On peut dire, ben, regarde, j'ai perdu ma raison de me Ouais, défoncer dans la course. Tu sais. J'ai perdu ma capacité de souffrir d'une certaine manière. Tu sais. ouais, ouais, Euh, ouais. mais en même temps, j'ai tellement gagné. J'ai tellement gagné à d'autres niveaux. Je grandis autrement maintenant. Tu sais. Maintenant, pour moi, grandir, c'est pas faire une autre course plus grande que ma course d'avant. Euh, c'est vivre une nouvelle expérience. C'est approfondir des relations. C'est développer mes capacités de communication. C'est mieux me connaître. Pour moi, c'est tout ça maintenant, mes victoires. Mhm. Euh, c'est ces limites-là que je repousse maintenant. C'est plus les limites de ma capacité à souffrir. C'est OK, d'autres OK. limites que j'explore. Ça fait tout du bon sens. Oui, 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 vraiment. Mais Vraiment. pour revenir à ta question, tu sais, si on a ce souhait-là de se rendre plus loin dans une course, Mhm. on peut se donner des raisons fortes. Il y a des gens, par exemple, qui vont se rattacher à une cause. Oui, 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 oui. Et si, il y a un membre de notre famille qui a été atteint du cancer, ça nous a causé de la souffrance. Euh, on veut faire quelque chose pour changer la situation des gens qui traversent ce genre d'épreuve-là. Eh bien, regarde, je vais faire une levée de fonds, puis je vais faire telle course en mémoire de cette personne-là, puis je vais faire une levée de fonds. Ça, c'est Mhm. le genre d'exemple que, non, tiens, ça vient nous donner une motivation pour se rendre plus loin. Oui, oui, oui. Euh, j'ai connu des gens, exemple, qui allaient faire une boucle, chaque boucle en mémoire de quelqu'un ou dédier une boucle à quelqu'un. Fait que là, ils avaient tout le temps quelqu'un dans leur pensée à chaque boucle, puis ça, c'était quelque chose qui les entretenait pour se rendre plus loin. Euh, ouais, c'est ça. Ça se trouve quand même. Mais OK. il y en a qui l'ont, disons, plus, euh, plus facile que d'autres à ce niveau-là. Ils ont encore quelque chose à se prouver qui est une raison forte qui les démange. Mhm. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vivais. Il fallait que ça sorte. Ça. Fallait que. Ouais. Je Ben dirais que c'était écoute, une question de vie ou de mort. Là. oui, oui, oui. Ben, je trouvais que c'était une super bonne question pour finir puisque tu as vécu ça aux premières loges de la backyard. Ouais. Mhm. Donc, Ouais. super. Écoute, hey, merci beaucoup à toi, Mathieu. Puis, ben, merci pour ce que tu fais aussi là, dans le monde de la course à pied. Là, parce que tu es super généreux de ton temps, tu es super généreux de répondre aux questions, tu es super aidant aussi. Tu sais, tu as été un bénévole super aidant pour des gens qui étaient à Kakuna. Là. Fait que, tu Mhm. sais, ben, merci beaucoup pour ce que tu fais. Ah ben, merci de le reconnaître. Puis ça fait vraiment plaisir. Comme je dis, moi, l'expérience de Kakuna cette année, c'était ma plus belle expérience. Ah ouais? Puis, ah oui. Puis une des plus belles expériences de course, je dirais, depuis mes débuts. OK. L'entraide qu'on a vécue durant toute cette fin de semaine-là, de pouvoir aider les autres à se surpasser. Ouais. D'être témoin de toutes ces histoires-là, je veux dire, on a ri, on a pleuré. C'est des jours sans sommeil là, sur place, avec toutes ces choses-là qui se passent. Là. Il y en a des émotions là, dans une course comme ça, quand les gens se poussent au bout de leur capacité. Mhm. Autant les athlètes que les gens qui les accompagnent, que C'est les clair, hein? bénévoles aussi. Les Ouais, ouais, bénévoles, ouais. on en a donné des heures. Là, on n'a pas beaucoup dormi, nous autres non plus,
des athlètes qui n'ont pas dormi pendant 53 heures, mais il y a beaucoup de bénévoles qui n'ont pas dormi beaucoup pendant 53 heures non plus, là. Ça fait, on a toutes les émotions à fleur de peau, puis ouais, on vit des grandes émotions, pas mal spéciales. Mm. Super. Puis, personnellement, par curiosité, est-ce que tu as le désir de faire d'autres backyards par toi-même ou tu préfères le vivre comme ça? Éventuellement, le désir Ouais. est encore là. Il y a encore la curiosité. Ouais. Mais je voudrais. J'ai une expérience particulière en tête. OK. Parce que le premier backyard que j'ai fait, je l'ai fait avec un partenaire, Éric Girard, là. Mhm. Euh, c'est ça, c'est peut-être intéressant à un moment donné. On avait parlé de faire un podcast à trois avec Éric pour parler de cette expérience-là, parce qu'on a fait plusieurs courses ensemble en tandem, là. Puis ça a été une très, très belle expérience. C'est pas évident parce que il y a toujours une personne qui n'aura peut-être encore un peu dans la teinte, là. Une personne qui aurait pu peut-être poursuivre un petit peu plus loin, puis d'un commun accord, on a choisi d'arrêter OK. ensemble. Mais ça a été une très, très belle expérience parce que c'était de la solidarité du début à la fin. J'avais un mauvais tour, Éric me supportait. Éric avait un mauvais tour, je le supportais. C'était toujours comme ça, tu sais. Fait qu'en bout de ligne, non, c'est une très belle expérience, puis c'est quelque chose qu'on peut se remémorer tous les deux. On l'a vraiment vécu ensemble du début à la fin, tu sais. Mhm. Et ça, c'était spécial, puis moi, je crois fermement que, comme le proverbe africain le dit, là, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Moi, je veux mettre cette citation-là à l'épreuve. En fait, je sais qu'il y a de la vérité là-dedans, puis c'est comme ça que je veux vivre mes prochains backyards, OK. dans la solidarité, avec OK. d'autres coureurs. Fait que c'est ça. Si je refais un backyard, je veux encourager le monde sur le parcours, les aider à se rendre plus loin. Je l'ai déjà fait, là. Toutes les backyards, j'ai fait ça quand même. Mais je veux pousser ça à un autre niveau. Je veux être très présent sur le parcours, faire ça avec entraide, puis essayer d'amener le plus de gens possible, le plus loin possible, puis que la coopération puis l'entraide se transfère jusqu'au plus haut niveau. Parce ce qui arrive, malheureusement, c'est qu'il arrive à un certain point où les gens qui restent sont là pour gagner. Puis là, tout cet aspect solidarité-là, ça tombe. Ça divise, hein? Ouais, il y a des divisions, il y a des gens qui ne veulent Ouais. rien savoir de la coopération et ils sont là pour eux. Ils veulent Ouais. gagner. Puis c'est correct, regarde, chacun joue le jeu à sa façon. Mais ce que j'aimerais faire, moi, c'est me rendre très loin avec d'autres. Ouais, c'est ça. Super. Amener le plus de gens le plus loin possible, puis me rendre très, très loin avec d'autres coureurs. Le faire tout seul, ça ne m'intéresse plus. C'est bête comme ça. Tu t'es prouvé à toi-même que tu étais capable de toute façon. Ben oui, c'est ça. Ouais. Je peux partir en solo, faire des aventures de fou, tu sais, mais j'ai passé tellement de temps avec moi-même tout seul dans ma tête que je me connais très bien maintenant. J'ai fait le tour de Mathieu Fortin, là. À ce temps, j'ai le goût de connaître du monde, j'ai le goût de partager, j'ai le goût d'échanger, tu sais. Ouais. C'est là où j'en suis. Ouais. OK. OK, super. Ben écoute, merci beaucoup encore pour tout ce que tu fais. Merci aussi de m'avoir offert ça, là, le 3 mois de coaching. C'est vraiment, vraiment généreux de ta part. Merci d'en avoir fait tirer un aussi. Ouais, ben, ça fait plaisir. Puis merci de m'avoir fait confiance ces derniers mois. Puis Ça fait plaisir. on va poursuivre le coaching Yes, super. pour 100 000. Ouais, puis là, ben, puisque tu en as déjà parlé, il y aura un autre épisode plus tard avec ton ami Rick, j'imagine. Ouais. Donc, super, écoute, hey, ben, merci pour tout. Puis, merci d'être la personne super que tu es là. Ah ben, merci à toi. C'est super ce que tu fais ton podcast. Puis
C'est vraiment, moi, je dirais ça, une des voix de la communauté. Hein, Ah la ben, voix de la communauté, tu es un pionnier. Ça fait une différence ce que tu fais. ben merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super gentil. Puis ben merci de le reconnaître. Puis ben ça fait plaisir. Écoute, je pense que c'est une chose que j'ai appris de la communauté, c'est qu'en donnant, on reçoit tout le temps en plus. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment tellement gratifiant. Ouais. Tellement valorisant aussi. Fait Ouais. que, super, ben hey, merci beaucoup à toi. Ah, à toi aussi. Puis à la prochaine. À la prochaine, ouais.